Bonjour tout le monde, bienvenue à Gospel Vie pour une deuxième édition de nos capsules sur la justice. La semaine dernière à Gospel Vie, on avait lancé le parcours justice qui était un complément à la thématique justice du mois de juin. Donc tous les dimanches à Gospel Vie, on apporte un message sur cette thématique. Donc on avait eu l'idée de lancer un parcours pour aborder différentes questions, notamment qu'est-ce que le racisme systémique et ses effets sur l'individu. On a aussi parlé de guérison des traumatismes causés par l'injustice, injustice en général, mais le racisme en particulier. Et aussi, on a aussi parlé de l'importance de participer à la conversation sur la justice et aussi de raconter son histoire de façon positive. Donc, cette semaine, mardi, j'étais avec Lindsay Nadine qui nous a partagé, nous a raconté son témoignage. On a eu une belle conversation, c'était un bel échange sur ce sujet. Et aujourd'hui, on poursuit cette conversation, cette fois avec le pasteur Freddy Bopaka qui est avec moi. Freddy, Tiens, je vais te laisser te présenter. Freddy, qu'est-ce que tu fais à Gospel Vie en fait? Bonjour, alors c'est ça, comme le pasteur l'a dit, mon nom est Freddy Bopaka. Alors, je suis dans l'équipe pastorale à Gospel Vie, une équipe extraordinaire. Et, Amen. c'est ça, à Gospel Vie, je suis en charge du développement de leadership. Alors donc, je m'occupe d'accompagner les leaders dans leur rôle, dans leur fonction, mais aussi de réfléchir ensemble comment on peut aller plus loin dans leur appel, dans leur personne, dans les dons qu'ils ont reçus, comment on peut se développer au niveau spirituel. Donc, alors, je vais avec eux faire le mentorat et un accompagnement. C'est un peu ce que je fais avec joie et avec honneur. Et toi, Freddy, juste pour parler un petit peu de toi encore, toi, ta formation, elle est en counseling, le counseling pastoral. Et donc, ça te donne tout un bagage pour accompagner des leaders à l'Église. Effectivement, j'ai complété une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en counseling pastoral, une très belle formation, j'ai adoré ça. Alors, on a un bagage pour accompagner des gens qui ont toutes sortes de problématiques, des gens qui sont en quête de sens et d'absolu, des gens qui ont des difficultés, que ce soit au niveau relationnel, au niveau psychologique, au niveau spirituel. C'est vraiment une amalgame de problématiques auxquelles on peut faire face avec cette formation-là qu'on a reçue. Et toi, dans le parcours justice qu'on a lancé la semaine dernière, toi, tu avais pris le volet guérison. Donc, on parlait de comment identifier les symptômes d'un traumatisme causé par l'injustice et quelles sont les étapes vers la guérison. C'est ça, hein? Et puis, donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule, on va revenir sur ce thème-là. On a eu un beau groupe durant le parcours et plusieurs des participants m'ont confié que le point tournant pour eux durant le parcours justice, ça a été ta session. La session qu'ils ont fait avec toi, pour eux, ça a été un point tournant. Il y a eu comme un shift, permets-moi l'anglicisme, il y a eu comme un changement pour eux. Ça a comme ouvert, ça a éclairé toute une dimension de cette problématique, de la question de l'injustice pour eux. Et on a voulu faire un retour là-dessus avec toi. Ce sera dans le cadre d'une conversation, évidemment. Donc, on ne va pas refaire le parcours aujourd'hui. Il fallait être là, lorsqu'on l'a fait. Mais aujourd'hui, quand même, on va avoir cette conversation-là parce qu'on pense que c'est une bonne chose de partager avec un maximum de personnes ce que tu as communiqué aux participants la semaine dernière. D'ailleurs, pendant le parcours, moi, j'ai partagé comment j'ai vécu plusieurs situations de racisme. Dès un jeune âge, j'ai déjà été confronté à ça. Et ça m'a pris du temps pour réaliser que j'avais été traumatisé par certaines de ces expériences-là. Je ne savais pas. Moi, je pensais que j'étais juste offusqué, et à juste titre, fâché de cette injustice-là. Et je l'étais, mais il y avait quelque chose de plus. J'avais des réflexes mentaux, j'avais des réflexes même physiques qui m'ont fait réaliser que, il y a quelque chose de plus, il faut fouiller. Et toi, tu as dû parler à plusieurs personnes, pas seulement des personnes qui ont fait face au racisme, mais à d'autres situations qui ont laissé des traumatismes chez eux. Comment toi, tu les aides à réaliser que, ça c'est un signe de traumatisme et qu'est-ce que tu réponds toi à ça? Effectivement, dans
dans la vie, il y a toutes sortes d'événements qui peuvent venir emmener un choc émotionnel. Et il est possible justement d'être traumatisé sans même s'en rendre compte. Et c'est là toute la difficulté. Ce que je pourrais dire pour commencer, c'est déjà de clarifier toutes ces notions de trauma, traumatisme et aussi de stress post-traumatique. Déjà, en clarifiant ça aide les gens à se situer par rapport à ça. Je dirais ceci, tout commence par un événement qu'on appelle un trauma. Voilà, le trauma, c'est l'événement. Dans le cadre actuel de ce qui se passe aux États-Unis, le meurtre de Floyd, ça représente un trauma. C'est un événement qui est potentiellement traumatisant. Alors, le trauma est un événement qui s'inscrit dans le temps. C'est un événement qui se produit à un moment donné, dans un lieu donné, et qui peut avoir des répercussions qui peuvent durer parfois très, très, très longtemps. Alors, ça, c'est le trauma. Maintenant, le trauma va causer un traumatisme. Le traumatisme, c'est le choc émotionnel en tant que tel. C'est lorsque l'événement vient menacer l'intégrité physique, psychologique de la personne. Que tu sois la victime d'un événement d'injustice ou que tu sois un témoin de l'événement. Le trauma peut venir menacer ton intégrité physique et psychologique. Et à ce moment-là, lorsque le traumatisme s'installe, c'est comme une blessure qui s'installe dans le psychique de la personne. Et pareil comme une blessure physique, lorsque tu es blessé physiquement, tu le ressens, la blessure, et il faut traiter la blessure. Alors, lorsque le traumatisme s'installe, à ce moment-là, la personne se retrouve devant deux possibilités, deux scénarios. Alors, soit la personne développe ce qu'on appelle une capacité de résilience par rapport à la situation vécue. La capacité de résilience va emmener la personne à aller vers un stade qu'on appelle le stade de croissance post-traumatique. Donc, l'événement vécu, oui, emmène un choc émotionnel, mais en même temps, la capacité de résilience te donne la possibilité de sortir plus fort de l'événement, de pouvoir triompher de la situation, de ne pas te laisser écraser par l'amertume, par la colère, par le sentiment de violence. Ça, c'est un scénario qui peut arriver. D'ailleurs, on l'a vu dans les médias dernièrement, les gens qui manifestaient, mais en arrière de leur manifestation, on pouvait voir des traces de colère, puis d'amertume et tout ça. Alors, ça, on les voyait d'ailleurs, permets-moi exactement. Quand on écoutait parfois certains témoignages à la télé ou sur les réseaux sociaux, tout le monde était en colère, tout le monde était choqué, oui. Mais il y a certains témoignages, on pouvait presque sentir, entendre quelque chose de plus que la colère. Tout à fait, tout à fait. Quelque chose qui est en dessous, qui montre que ce n'est pas seulement leur voix qu'on entend, on entend aussi la blessure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, dans des situations comme ça, lorsqu'il y a des actes d'injustice qui sont posés, la colère est, tant qu'à moi, une réaction normale. Ouais. C'est justifié d'être en colère parce qu'on ne peut pas être témoin ou victime de ce genre de choses-là puis rester indifférent. La colère peut être justifiée. Maintenant, comme tu l'as dit, cette colère-là, il faut apprendre à la canaliser parce que sinon, ça peut nous emmener à devenir des monstres qu'on ne veut pas devenir. En écoutant plusieurs de tes capsules, pasteur, j'ai aimé cette parole que tu as dit, c'est que la noirceur ne peut pas chasser la noirceur. Alors, donc, on doit changer notre approche par rapport à cela. Et je voulais également souligner qu'il y a l'autre scénario. L'autre scénario, c'est si la personne, devant un choc émotionnel comme ce qu'on vient de vivre, ne développe pas une capacité de résilience pour passer au-delà de la colère, aller vers le pardon, eh bien, cette personne-là court le risque d'aller vers ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. D'accord. Ça, c'est intéressant à souligner et j'aimerais aussi mentionner quelques symptômes. Comment reconnaître qu'on est dans un état de stress post-traumatique? L'état de stress post-traumatique, eh bien, c'est tout simplement le choc émotionnel qui est vécu et qui n'est pas géré, où la personne ne surmonte pas le choc émotionnel. Et ça emmène des symptômes. J'ai quelques notes au niveau des symptômes
que j'aimerais vous partager. Le premier symptôme qu'on peut souligner, que les experts soulignent, c'est ce qu'on appelle le phénomène de réviviscence de l'événement vécu. Revivre. La réviviscence, c'est comme l'événement que tu as vécu, mettons qu'il s'est passé il y a longtemps que l'événement s'est produit. Okay? Eh bien, la réviviscence va faire en sorte que l'événement va reprendre vie. Il va arriver que tu as des flashbacks de l'événement. Tu partageais toi-même un événement que tu as vécu et que tu avais quelques réactions que tu ne comprenais pas trop, mais plus tard, tu as compris que c'était relié à un événement qui s'était passé il y a déjà un certain nombre de temps. Alors, le phénomène de réviviscence est l'un des symptômes principaux pour reconnaître qu'on est en état de stress post-traumatique. Et la réviviscence peut apparaître sous plusieurs formes. Et parfois, c'est très subtil. Ce n'est pas nécessairement une image choc qui revient. C'est juste le souvenir de « Tout à fait. Je suis déjà passé par là ». Tout à fait. Et ça fait partie justement de la réviviscence. C'est un souvenir qui va émerger. Ça peut venir soit par des cauchemars, ça peut venir soit par un événement qui rappelle l'événement vécu. Ça peut venir par des personnes que tu rencontrerais qui te rappellent l'événement vécu. Des odeurs. Des odeurs, des senteurs. Alors, ça peut venir de plusieurs manières, la réviviscence. Et ça indique que, OK, il y a effectivement un stress post-traumatique à l'arrière. Donc, c'est un symptôme quand même assez important. On a un indice, la réviviscence. On a un indice là qu'il y a eu un choc émotionnel, que peut-être que la personne n'a pas pris conscience de cela. Okay, mais ça l'indique qu'il y a eu un choc émotionnel. Maintenant, comment la personne peut agir? Eh bien, certaines personnes vont être dans l'évitement. Okay? Dans le sens que si le choc émotionnel n'est pas géré, la personne aura tendance à éviter les personnes, les événements, les situations, comme si la blessure pourrait se reproduire. Donc tout ce qui lui rappelle ce qu'elle a vécu, elle va chercher à l'éviter. Parce qu'elle a peur que la situation se reproduise. Donc inconsciemment, il y a comme ce risque que la situation pourrait se reproduire, alors on va éviter ces circonstances-là. On n'est plus dans le rationnel. On n'est plus dans le rationnel. Et ça arrive notamment lorsque tu prends l'exemple de quelqu'un qui est en train de conduire sa voiture, puis la police vient pour l'intercepter. Si déjà la personne avait vécu ces événements-là, qui l'avaient traumatisé, et à ce moment-là, la réviviscence va revenir. Ça, c'est une des choses que j'ai expérimentées. Si je conduisais, je pouvais conduire à une bonne vitesse, rien d'anormal à ma façon de conduire, mais j'entendais une sirène. Même si je l'entendais au loin, tout de suite, je me demandais si c'était pour moi. Ça rappelle l'événement en question, c'est ça. Alors, voyez-vous, donc c'est ça. Ce qui est important pour nous à souligner, c'est que le traumatisme en tant que tel, on a besoin de le gérer, on a besoin de l'adresser. Est-ce que les experts vont conseiller sur comment gérer le traumatisme? Parce que justement, on veut que les gens soient équipés pour y faire face. Comment gérer un traumatisme, un choc émotionnel ou un stress post-traumatique? La première chose que les experts recommandent, eh bien, c'est d'en parler. C'est d'en parler. La pire chose à faire, c'est d'être dans le repli psychologique, c'est d'être dans le repli de soi. Ça, c'est la pire chose à faire. On s'enferme avec notre expérience. Exactement, parce qu'on a cette pensée-là que ce que j'ai vécu, personne ne pourra me comprendre. Ce que j'ai vécu, personne ne pourra m'aider avec ça. Et parfois même, il y a un sentiment de honte aussi qui peut venir avec ça, qui peut être une honte même toxique. Et les experts vont dire que la honte toxique, c'est une des choses qui empêche d'aller vers la résilience. Lorsqu'on a vécu un événement comme ça et que la honte vient s'ajouter à cela, eh bien, ça nous bloque de surmonter la situation. Alors donc, c'est d'en parler. En parler, et les experts vont dire que si la personne bénéficie d'un bon filet de sécurité autour de lui, un bon tissu social, un bon réseau, des gens en qui il peut faire confiance, des gens, de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut m'écouter, qui peut me comprendre, il y a quelqu'un qui peut m'accueillir dans ce que j'ai vécu, déjà là, eh bien, c'est un bon pas. Ça, c'est important ce que tu dis. Absolument. Parce qu'on peut remarquer parfois des gens en parler, mais ils en parlent dans un contexte ou dans un cadre qui n'est pas nécessairement sécure. Je pense à des personnes, par exemple, qui peuvent aller à la télévision ou sur les réseaux sociaux
et ils en parlent en public, mais ils vident leur sac en public. Mais les gens qui écoutent ne sont pas nécessairement là pour aider, soigner cette personne. Et donc, je pense que c'est important d'en parler dans un cadre, comme tu dis, qui est sécure avec un bon réseau, où les gens qui nous écoutent vont être capables de nous aider à surmonter ce traumatisme-là. Autrement, si je prends la place publique pour juste vider mon sac, puis après, ce que je fais avec ça, c'est que ça peut mettre le feu aux poudres. Je peux me sentir encore plus en colère parce que j'ai nourri ma colère, j'ai nourri mon traumatisme, j'ai nourri aussi peut-être la colère des gens qui sont là pour recevoir mon témoignage, mais ça ne m'a pas nécessairement aidé. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'en parler, c'est important, mais d'en parler à des bonnes personnes, comme tu l'as dit. En parler, c'est aussi pour changer les choses. Hein? En parler parce qu'on veut que la situation change, on veut que ce genre d'événement-là ne se reproduise pas. On veut en parler à travers une participation citoyenne, mais en parler pour prendre soin de soi-même aussi, parce que cette colère, si elle n'est pas nommée, si elle n'est pas verbalisée, si elle n'est pas accueillie, eh bien, elle va facilement se virer en sentiment de vengeance. C'est comme un poison. Et bien voilà, donc ça ressemble à cela. Alors, d'en parler. Maintenant, certaines personnes vont, tout simplement en parlant, puis en se sentant accueillis, eh bien, ça va réduire de façon significative les symptômes, le stress qui est généré par l'événement. Donc, en parler. Mais pour d'autres personnes, en parler peut-être ne serait pas suffisant. Ouais. Lorsque les symptômes persistent, lorsque la réviviscence de l'événement persiste et que la personne peut-être manifeste des symptômes d'anxiété, d'attaque panique, de crise panique, à ce moment-là, il est conseillé de demander l'aide des professionnels. Parce que les traumatismes, eh bien, il y a des gens qui sont formés, des professionnels, comme des psychiatres, des psychologues, qui sont formés pour traiter ces genres de situations-là. Il ne faut pas rester dans le repli de soi. Ouais. L'aide, ça existe. De l'aide, ça existe, et ça existe aujourd'hui. Et manifester avec colère, avec rage, avec rancune, n'est pas forcément la façon de se guérir. Ouais, hein? C'est ça, parce que le but, ce n'est pas juste de dénoncer. Le but aussi, c'est de guérir. Oui, tout à fait. Le but, c'est de guérir. Et j'ai bien aimé un commentaire, c'est plutôt un auteur qui a écrit les étapes sur le processus de pardon, parce que lorsqu'on parle de traumatisme, de guérison de traumatisme, une des choses qui est conseillée, qui est même recommandée, eh bien, c'est le pardon à la place de la colère. C'est le pardon. Mais non, Pasteur Freddy, ça m'a fait trop mal. Pourquoi tu veux que je pardonne? Le pardon à la place de la vengeance pour prendre soin de toi. Parce que la colère, comme on l'a dit tantôt, lorsqu'elle est alimentée, lorsqu'elle n'est pas bien canalisée, eh bien, ça ne fera que nous faire souffrir. Et ça va nous faire de nous des monstres qu'on ne veut pas devenir. Et ce n'est pas la meilleure façon de changer la société. Ce n'est pas la meilleure façon de changer les comportements. Et j'ai aimé, je pense même que c'est une de tes capsules que j'ai entendues, qui disait que ça doit passer par le changement de cœur. Oui. Et le changement de cœur, c'est aussi apprendre à guérir notre cœur qui est blessé, et avec raison aussi, hein, que le cœur soit blessé face à ces choses-là, c'est avec raison. Alors, le pardon, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une avenue, un chemin qui est recommandé. L'auteur dont je vous parlais tantôt, Jean Mambourquette, il a parlé des 12 étapes de pardon, et j'aimerais vraiment le suggérer à toutes les personnes qui nous suivent. 12 étapes. 12 étapes pour de le pardon. Et la première étape que lui il mentionne, que je trouve intéressant, Jean Mambourquette, il va parler premièrement de prendre un choix. Lorsqu'on a été blessé, on a vécu une blessure psychique, un traumatisme, c'est premièrement de prendre un choix. Le choix, eh bien, le choix de ne pas aller vers la vengeance. Et ça, c'est un choix qu'on fait. Hein? Le choix de ne pas aller vers la vengeance. Parce que la vengeance ne guérit pas. La vengeance ne guérit pas, puis la colère non réglée pourrait emmener à la vengeance. Alors, il va parler de ça, il va dire, contrairement à ce que les gens pensent, eh bien, la vengeance ne règle pas les choses. Parce que plusieurs personnes peuvent s'imaginer qu'en se vengeant, eh bien, on règle les choses. La vengeance ne règle pas les choses. Il va dire que la vengeance pourrait même nous empêcher, vous empêcher
la vengeance pourrait vous empêcher, et bien, même de retarder le processus de guérison. Lorsqu'on garde la vengeance, on n'est pas en train d'aller vers la guérison, on est en train de retarder, parfois même d'annuler le processus de guérison que nous voulons tous d'ailleurs. Hein. On veut le processus de guérison. Donc quand on va vers la vengeance, si je reprends tes paroles tout à l'heure, on n'est pas en train de prendre soin de nous. Mais parce que la vengeance alimente la rancune. Ouais. Le poison qui est à l'intérieur. Exactement, ça alimente, ça ne le règle pas, ça l'alimente, hein, au contraire. Alors, donc, c'est la première étape, donc, de faire le choix. C'est un choix que chacun de nous peut faire, c'est un choix que, en tant que société, en tant que famille, en tant que citoyen, qu'on peut faire, le choix de ne pas aller vers la vengeance. Mais vers la justice. Mais d'aller vers la justice et vers le pardon. Et la deuxième étape qu'il va dire, lui, Jean Mambourquette, dans le processus du pardon, les 12 étapes, eh bien, il parle, ce qu'on a dit tantôt, de oser partager sa blessure à quelqu'un. Et encore là, c'est une étape où il faut sortir du repli de soi. Partage-la, cette blessure, ce traumatisme, ce choc que tu as vécu, partage-le à quelqu'un. Okay? De pouvoir nommer, verbaliser cela. Et il va dire que on peut trouver dans notre entourage des personnes de confiance, prendre un pas de recul et nommer les choses qu'on a vécues. Dans la troisième étape, eh bien, il va... Ah non, je pense que là, j'ai sauté l'étape. La deuxième étape, c'était de reconnaître le traumatisme avant justement d'aller dans la troisième étape qui est de Parce que si tu partager. ne sais pas, tu ne peux pas aller vers la guérison, c'est ça? Absolument. Donc, deuxième étape, c'est de reconnaître le traumatisme. Être honnête avec soi-même, reconnaître la blessure qu'on a subie et afin finalement de la partager aux gens autour de nous. Dans la quatrième étape, eh bien, il parle d'identifier la perte qu'on a vécue dans la situation. Il y a quelque chose, il y a un affront qu'on a vécu, il y a une perte. Pour certaines personnes, c'est la perte de leur dignité. Oui. D'autres encore, c'est au niveau de leur identité, parce que les gestes d'injustice, même racistes, eh bien, ça peut venir affecter la personne au niveau de son identité. Oui. Mardi, alors que je partageais avec Nadine, elle a dit quelque chose de vraiment fort. Après avoir vécu du racisme, elle en était venue à se voir à travers les yeux de ses oppresseurs. Et donc, toute l'estime d'elle-même avait été affectée. Durant le parcours, il y a même une personne qui nous a partagé qu'après cet événement, après cette expérience, elle ne voulait plus être noire. Elle rejetait à l'intérieur, elle rejetait même la couleur de sa peau parce qu'elle avait vécu quelque chose de douloureux. Et donc, il y a des séquelles. Tout à fait. Alors, il y a des séquelles, effectivement, et ces séquelles-là, il faut les adresser, il faut les traiter, il faut les soigner. Et Jean Mambourquette va parler aussi d'une autre étape, c'est d'accepter la colère qui est suscitée par l'événement, la colère, parce qu'on est des êtres humains. Hein, ouais. Il y a des situations comme celle-là qui viennent nous chercher. Cette colère-là, il ne faut pas la refouler, parce qu'il y a une différence. Hein. On ne veut pas la refouler, on ne veut pas non plus être dans le déni. Donc j'ai le droit d'être fâché. Ah ben, on a tous le droit d'être fâché. Même dans la Bible, on voit que Jésus, à un moment donné, dans le temple, ouais. Il était animé d'une sainte colère qui lui a poussé à renverser les tables des marchands et tout ça. Donc, ce sentiment de colère qu'on éprouve face à des événements comme ça, on ne devrait pas le refouler, on ne devrait pas être dans le déni, on ne devrait pas non plus être dans le clivage. Donc, il faut que ça sorte. Il faut la nommer de façon adéquate, de façon à ce que ça rentre dans le processus de guérison. Alors donc, il parle de ça, d'accepter cette colère-là. Il dit qu'il faut l'accueillir, éviter qu'on puisse la projeter sur quelqu'un d'autre, sur les membres de notre famille, notre entourage, et même de projeter cette colère sur nous-mêmes aussi, oui. Hein, ce qui est une chose qui peut arriver. Le rejet de soi, c'est un résultat de ça, non? Exactement, le rejet de soi, parce qu'on projette cette colère-là sur nous-mêmes à cause du fait qu'on est né dans telle famille, on est né de telle race, on est né dans telle condition et tout ça, on peut projeter cette colère-là sur nous-mêmes. C'est ce qu'il faut éviter de faire. Alors donc, c'est vraiment d'accepter le fait qu'on peut être fâché. Une autre étape qu'il va mentionner, lui, Mambourquette, c'est après avoir accepté cette colère-là, eh bien, c'est là qu'on peut arriver à se pardonner soi-même. Voyez-vous, le pardon arrive un peu plus tard dans le processus. Mais pourquoi je me pardonne moi-même? Alors, moi, je pourrais te dire que le manque de pardon de toi-même, eh bien, ça pourrait t'empêcher de pardonner l'autre. Si toi-même, tu n'es pas capable de te pardonner toi-même, comment pourrais-tu pardonner l'autre, ton agresseur? Alors, on a besoin, et il le dit, hein, il dit,
se pardonner toi-même, c'est un risque. C'est un risque, et il parle de ça à Mombourquette. Il dit c'est pourtant un risque de s'en vouloir et de s'être montré trop vulnérable, confiant, patient. Mais on doit demander la grâce de retrouver de la compassion pour nous-mêmes. Il y a une technique ou une approche, si vous voulez, en psychothérapie qu'on appelle l'auto-apaisement de soi. Se manifester de la bienveillance envers soi-même. Parce que qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on est victime ou témoin d'un acte d'injustice ou de racisme, eh bien, cet acte d'injustice ne révèle pas ton identité. Ça révèle comment est l'autre. Ça révèle le cœur de l'autre. Alors, on ne doit pas prendre cette offense-là au point de se faire du mal à nous-mêmes. On devrait être dans la bienveillance de soi, on devrait être capable de se pardonner nous-mêmes. Donc, par exemple, je me pardonne d'avoir voulu changer de couleur, tiens. Ou de m'être rejeté moi-même. Exactement. Donc, je me pardonne d'avoir pensé à me rejeter moi-même, parce que dans le fond, on ne veut pas laisser la situation ou l'agresseur définir notre identité. Notre identité ne dépend pas de l'acte qu'on a subi ou de la personne qui est l'agresseur. Notre identité dépend de notre Créateur qui, lui, il est un Père d'amour qui nous aime. On est créé à son image et il a fait de nous des êtres bons. Mais non, je ne vais pas me rejeter pour autant parce que quelqu'un où j'ai vécu un événement. Alors, donc, se pardonner soi-même. Et par la suite, l'étape qui est un peu plus délicate, c'est la suivante. Une fois qu'on était capable d'accepter notre colère et de se pardonner, Jean Mombourquette va proposer à ce moment-là, eh bien, d'essayer de comprendre notre agresseur. Comprendre la personne qui m'a dénigré, qui m'a blessé, qui m'a traumatisé. Pourquoi est-ce que je dois comprendre, Freddy? Voilà l'étape qui peut faire polémique, qui peut susciter beaucoup de réactions, beaucoup de questionnements. Peut-être en ce moment même. Ça se peut très bien, mais cette étape-ci fait partie intégrante du processus de guérison. On ne peut pas juste l'escamoter puis faire fi de cette étape-là et penser qu'on va avoir une réelle guérison par la suite. L'étape de comprendre l'agresseur nous aide à bien asseoir notre propre guérison. Comprendre l'agresseur ne veut pas dire excuser les actes qui ont été commis. Comprendre l'agresseur ne signifie pas qu'on est d'accord avec l'idéologie de la personne, qu'on est d'accord avec ce que la personne a fait. Pas du tout. Comprendre l'agresseur, c'est aussi une façon pour nous de donner un sens à cette problématique sociale, de donner un sens à... Parce que ce sont des événements qui n'ont pas de sens. C'est des événements qui sont choquants. C'est inacceptable. Alors, essayer de comprendre l'agresseur, ça nous aide à se faire une tête. Et aussi à faire partie, je pense, de la solution. Si je ne comprends pas, comment est-ce que je peux apporter une solution à quelque chose que je ne comprends pas? Tout à fait. Donc, il y a une pertinence à ça, tout à fait. Même si on n'a pas envie. Ce n'est pas nécessairement une étape qui est facile, mais elle est nécessaire. Et ça va demander de développer en nous une capacité d'empathie. Et là encore, ça peut porter polémique, là, ce que je souligne. Je ne peux pas vraiment comprendre l'autre si je n'ai pas, moi, développé une capacité d'empathie. Je veux faire attention, parce qu'on n'est pas ici en train de faire l'éloge de l'agresseur ou de l'acte qui est commis. Ou de minimiser ce qui s'est on passé. n'est pas non plus en train de minimiser. L'empathie, dans le fond, est définie comme une capacité d'entrer dans l'univers de l'autre et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui le motive à commettre de tels actes. Qu'est-ce qui le motive à agir ainsi, à penser ainsi? Et ça nous permet d'avoir une vision plus large de la problématique sociale dans laquelle on est. On parle du racisme qui est systémique. Il faut comprendre cela. Pour comprendre cela, il faut rentrer dans la culture, rentrer dans l'univers de l'autre, afin de comprendre c'est quoi les mobiles, c'est quoi les raisons, et d'être capable, comme tu l'as dit, de faire partie de la solution aussi. La compréhension, donc, c'est une étape sensible, délicate, très sensible, mais quand même importante. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. Alors, il va dire, Jean Mombourquette, il dit, c'est peut-être possible, après ce temps de travail, de guérison de sa blessure, et ça vous aidera à distinguer l'acte
de la personne. Donc, de faire la différence entre l'acte qui est commis, qui est répugnant, qui est inacceptable, et la personne qui pourrait changer éventuellement. Parce que la personne, oui, vas-y. Là, ce que tu dis là, ça me fait penser à quelque chose. Dis-moi si je me trompe là, mais on dirait que parfois, à cause de notre colère face à l'agresseur, aux gens qui ont commis une injustice contre nous, notre colère nous amène à déshumaniser Tout à fait. l'agresseur. Et donc, on se sent déshumanisé par l'acte d'injustice, mais on finit, nous, dans notre colère, par déshumaniser aussi l'agresseur. Et donc, tant qu'on le déshumanise, on ne peut pas non plus avoir de compassion ou manifester, si tu veux, cette empathie dont tu parles, parce qu'on n'a plus affaire à un être humain, on a affaire à un méchant, on a affaire à un raciste, si on parle de racisme, on a affaire à une personne qu'il faut éliminer parce qu'elle nous a causé du tort. Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre l'agresseur et de faire la différence entre la personne et l'acte qui est commis. Et ainsi, on peut avoir cet espoir que la personne peut changer un jour. L'acte est inacceptable, mais l'être humain qui est devant nous peut changer. Si son cœur change, la personne peut changer. Ça donne cet espace, ça donne de l'espérance, dans le fond, que la société peut changer, les êtres humains peuvent changer. Donc, tu es en train de nous dire là, qu'il faut avoir un peu de foi. Eh bien, alors, je pense que c'est nécessaire, la foi est nécessaire pour transformer une société, parce que, comme j'ai déjà entendu dans un de tes messages aussi, c'est que les lois qu'on peut voter au niveau gouvernemental, toutes les lois qu'on peut voter, quoi qu'ils soient bons et justifiés, ne sont pas suffisants pour changer le cœur des gens. On a besoin de quelque chose de plus pour des changements au niveau du cœur. Je pense que la foi, l'amour de Dieu ont cette particularité de changer le cœur des gens. Alors, c'est pour cela que c'est une étape qui est très intéressante. Puis aussi, Jean Bourquette va parler d'une autre étape aussi, par la suite. Bien, il parle dans une huitième étape, de trouver un sens à l'offense qu'on a subie. Il va dire ceci: chacune de nos blessures, chacune des blessures, une fois guérie, eh bien, ça peut devenir l'occasion de croissance. J'ai parlé au début de l'étape de la croissance post-traumatique, lorsqu'on a développé une capacité de résilience. Eh bien, c'est un peu de ça qu'il parle. L'offense qu'on a vécue, ça peut devenir l'occasion, eh bien, de devenir, de croître, de devenir une meilleure personne. C'est pour cela que cette étape est intéressante. Alors, il va aussi ajouter une autre étape, j'en finis bientôt à ces étapes-là. Une autre étape qu'il va ajouter, eh bien, c'est de se savoir digne de pardon et de se savoir déjà pardonné par Dieu. Alors, dans cette étape, il va dire, si vous êtes croyants, pour ceux qui nous suivent, qui ont la foi, qui sont croyants, si vous êtes croyants, eh bien, c'est l'étape où on est invité à recevoir l'amour de Dieu. On est invité à laisser Dieu, eh bien, nous aimer, à nous laisser aimer par lui de façon inconditionnelle. Voici une autre étape qui aide au processus de pardon. Et de se laisser aimer. aussi. Hein? Exactement, oui, c'est ça. De se laisser aimer et de laisser Dieu déverser son amour sur nous. Et il va dire ceci, Jean-Marc Bourquette, c'est dans cette étape, c'est dans cette certitude d'être aimé par Dieu, dans cette certitude, eh bien, que vous pourrez continuer votre chemin vers le pardon. Et ce chemin-là, le temps avance, mais je quand même, ça peut prendre du temps, non? Ça peut prendre du temps. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu soulignes. Plus tard, dans le processus de pardon et de guérison, il y a cette notion où la relation, on peut décider soit de restaurer la relation ou de rompre avec la relation. Ça peut prendre du temps. Et quand viendra le temps vraiment si l'agresseur est une personne connue, quand viendra le temps de restaurer la relation, eh bien, à ce moment-là, on pourra le faire, ou on peut décider que la relation ne sera pas restaurée. Le pardon sera accordé pareil. Mais donc, on coupe les ponts, mais on a quand même pardonné. Il se peut qu'on pardonne, mais qu'on coupe le pont, parce que notre guérison, justement, en dépend. Hein? C'est ça. Alors, ça peut arriver. Dans la dernière étape, je termine avec la dernière étape qu'il mentionne, Jean-Marc Bourquette. Il va dire, dans la dernière étape,
C'est ça. Donc, le pardon en tant que tel, il est essentiel. Eh bien, le principe curatif du pardon, tel que lui le mentionne, eh bien, ça a fait ses preuves, c'est prouvé, ça baisse le niveau d'anxiété, ça réduit la dépression et ça réduit aussi les accès de colère et ça contribue à une augmentation de l'estime de soi. Ça, Alors, c'est bon. voyez-vous, c'est vraiment gagnant, on est gagnant d'embarquer dans un processus de pardon. Et donc, avec tout ça, la personne s'en porte mieux. Et donc, étant guéri ou étant dans ce cheminement pour la guérison, on est mieux à même, je pense, de faire ensuite partie de la solution. Donc, on combat l'injustice, maintenant, pas d'une place de douleur, de traumatisme, mais on combat l'injustice d'une place où on est guéri, où notre estime de soi est restaurée, et la façon dont même on communique, ce qu'on doit communiquer notre message ou raconter notre histoire, si on a été victime, la façon aussi dont on communique est plus puissante. Il y a une puissance dans le témoignage d'une personne qui est guérie de ce qu'elle a vécu. Quand toi, tu vois là, les foules, j'ai déjà dit, en regardant les foules dans les rues, c'est un beau mouvement, Freddy, ce qu'on voit là. Les gens qui se lèvent, qui prennent les rues, pas seulement à Montréal, mais à Paris, aux États-Unis, dans plusieurs villes, en Afrique, j'ai vu aussi. Quand on voit les gens prendre les rues, c'est un beau mouvement. Et j'avais partagé une image, c'est que ce beau mouvement-là ressemblait aussi comme à une grande armée avec plein de soldats blessés qui vont au front, mais qui ont besoin de prendre soin d'eux. Quand toi, tu vois ça, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de cette guérison-là dont tu parles? Ben, je dirais que déjà, les gens doivent savoir que de l'aide, ça existe. De l'aide, ça existe. Et de oser demander de l'aide. Il y a des professionnels qui sont formés pour intervenir dans ce genre de problématiques-là. J'encouragerais les gens qui font partie de cette armée, qui ont une bonne cause, mais qui agissent en fonction des blessures et tout ça. Je leur encouragerais de demander de l'aide. Je leur encouragerais d'en parler. Ici, à Gospel Vie, on est bénis, on a une équipe de relations d'aide, on a des professionnels qui sont prêts à écouter, à offrir de l'écoute pour justement aider les gens à cheminer vers la guérison. Vous pouvez nous appeler si on peut être utile, si on peut vous aider, appelez-nous. On sera disposé, on sera heureux de vous aider. Mais aussi, il y a des professionnels au niveau de la santé, comme je l'ai mentionné, les psychiatres, les médecins, des psychologues. Ne soyez pas gênés d'aller chercher de l'aide. Vous le faites pour votre propre bien. C'est un cadeau qu'on se fait. C'est un cadeau qu'on se fait et c'est sur cette position de guéri qu'on peut vraiment être utile pour changer les choses, pour changer la société, pour emmener la paix, emmener l'amour et justement être une lumière, un témoignage dans la société. Alors moi, j'encouragerais les gens qui portent des blessures de toutes sortes de traumatismes à chercher de l'aide. Il faut absolument éviter le repli sur soi, éviter l'isolement, puis éviter d'aller dans des élans de colère, de vengeance. La colère, on peut la comprendre, mais de là à aller vers des actes de vengeance, ce n'est pas la bonne façon de changer les mentalités, puis de changer la société. Alors, l'aide existe, on vous invite à chercher de l'aide. Et des fois, on n'est pas nécessairement dans une démarche de vengeance, mais on est dans une démarche où on recherche la justice, mais on le fait dans un esprit d'amertume. Et donc, on ne s'en trouve pas nécessairement mieux après, même après avoir, par exemple, réussi à faire condamner une personne qui a été coupable d'une injustice. On n'est pas nécessairement mieux après parce que la blessure est encore là. D'où l'importance, justement, de demander de l'aide. C'est ça, parce que le fait d'avoir fait condamner l'agresseur ne signifie pas nécessairement qu'on s'est pardonné à nous-mêmes ou qu'on a pardonné à la personne. Donc le pardon n'est pas nécessairement accompli. Donc il y a un autre combat à mener à l'intérieur aussi. Absolument, c'est pour cela qu'il faut prendre soin de soi, manifester, parler, oui, pour changer les choses,
mais aussi pour prendre soin de soi. Et l'étape de prendre soin de soi est fondamentale, parce que sinon, on continue à porter une amertume, on porte une blessure qui n'est pas guérie. Et ça finit par revenir dans d'autres circonstances et faire de nous des monstres qu'on ne veut pas. Ça vient entraver notre épanouissement. Freddy, merci. Merci pour le temps. On a été quand même vite. Hein. Il y a tellement plus de choses qu'on aurait pu dire, mais c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Je veux vraiment te remercier d'avoir partagé tout ça, non seulement ici aujourd'hui, mais aussi dans le cadre du parcours justice. Peut-être qu'il faudra refaire ça un jour. On n'a pas de projet, on n'a pas de plan, donc ce n'est pas une annonce, ok? Mais je tiens à rappeler que tu fais partie de l'équipe pastorale de Gospel Vie. On a effectivement, comme tu l'as mentionné aussi, une équipe de professionnels à Gospel Vie. D'ailleurs, dans cette équipe, on avait aussi le psychiatre Joël Desrosiers qui a fait partie du parcours justice avec toi, justement. Donc, vous faisiez cet atelier-là à deux. C'est vraiment un super travail. En terminant, donc, je veux inviter les personnes qui nous écoutent à nous faire part de leurs commentaires. Donc, ce que vous avez entendu aujourd'hui, s'il y a des questions que vous avez peut-être, ou vous avez des idées, vous avez vécu quelque chose, écrivez-le dans les commentaires. On veut vous lire, on veut voir aussi ce que Dieu a peut-être fait dans votre cœur. Vous êtes peut-être une victime de racisme qui a survécu, donc vous avez une histoire à raconter. Vous avez peut-être surmonté des choses incroyables. Partagez-nous ce que vous avez vécu et aussi partagez cette diffusion pour qu'un maximum de personnes puissent en profiter, être inspirées, encouragées aussi par ce qui a été dit aujourd'hui. On va vous laisser là-dessus en vous souhaitant une excellente journée. Et je vous rappelle qu'on se retrouve dimanche, donc dimanche ça vient très 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 vite, dès 10h sur les plateformes de Gospel Vie pour la célébration en ligne. Bonne journée à tous et à la prochaine. Bonne journée, à la prochaine.